Jadis advint, en Normandie, l'aventure bien connue de deux jeunes gens qui s'aimèrent. Par amour, tous deux moururent. Les Bretons en firent un récit qui a pour nom Les Deux Amants. Ainsi commence le lait de la légende des deux amants, écrite au XIIe siècle par la poétesse Marie de France. C'est une aventure tragique et romanesque, probablement tirée de faits réels et transmise au fil du temps par la tradition orale. Elle se déroule au confluent de la Seine et de l'Andelle sur une colline que l'on nommera par la suite la Côte des Deux Amants. En Neustrie, que nous appelons aujourd'hui Normandie, se trouve un mont d'une hauteur merveilleuse. À son sommet sont enterrés les deux enfants. Près de ce mont, un roi fit bâtir une cité et la nomma Pitre. Toujours en est resté le nom, et encore aujourd'hui, il y a ville et maison. Le roi avait une fille, belle et courtoise demoiselle, qu'il chérissait énormément et qui lui apportait son réconfort le plus tendre depuis que la reine était décédée. Beaucoup le lui reprochaient et ses proches même l'en blâmaient. Bien des hommes riches lui réclamaient sa main, mais le roi ne voulant pas l'accorder, il réfléchit à la manière d'éviter que quiconque la lui demandât. Alors, de loin et de près, il manda ses vassaux et leur dit « Qui ma fille voudra, devra la porter au sommet du mont, près de la cité, sans jamais la poser. » Dès que cette nouvelle fut répandue, nombreux voulurent s'y essayer. Aucun n'y réussit. Or, il y avait dans le pays un damoiseau, gentil et beau, fils d'un comte. Assez souvent, il fréquentait la cour du roi, et il tomba amoureux de sa fille. La jeune fille accepta d'être son amie, et ils s'aimèrent en se cachant de leur mieux, pour qu'on ne pût les découvrir. Mais cette situation les fit beaucoup souffrir, et un beau jour, le jeune homme supplia son ami de partir avec lui. La demoiselle lui répondit « Mon ami, je sais que vous ne réussirez pas à me porter, vous n'avez pas assez de force, et si je pars avec vous, mon père en ressentira de la peine et du tourment. Il vous faut donc vous résoudre à une autre solution. » Dans la suite du lait, la jeune fille lui propose de rendre visite à l'une de ses tantes, en Italie du Sud, à Saverne, où se trouvait une importante école de médecine. Cette parente connaissait les herbes et les racines et pourrait lui préparer une potion qui lui redonnerait toute sa force après l'avoir bue. Il accepta, et à son retour, il releva le défi et demanda au roi la main de sa fille. Elle jeûna beaucoup pour maigrir et s'alléger, et, au jour dit, quand tous furent venus, le jeune homme lui remit sa fiole contenant le breuvage, la prit dans ses bras et partit à vive allure. Il crut pouvoir se passer de la potion, malgré les implorations de la jeune fille, et ne voulut pas ralentir. Mais, arrivé au sommet, il fut tant épuisé qu'il tomba et ne se releva pas. La fille désespérée renversa la fiole sur le sol et, dans tout le pays, on trouva une bien belle herbe qui eut pour breuvage sa potion. Elle se coucha près de lui, l'embrassa et poussa son dernier soupir. Lorsqu'arriva le roi, il s'écroula, évanoui. Après 3 jours, les amants furent mis ensemble dans un cercueil de marbre et enterrés sur le mont. Le lait se termine ainsi. L'aventure de ces deux jeunes personnes valut au mont le nom de Côte des Deux Amants. Il s'y est réellement passé ce que je vous ai raconté. Et les Bretons en ont même écrit le récit. La légende évolua au cours du temps, notamment avec le Journal des Savants de novembre 1781, puis l'Ermite en province Normandie d'Étienne de Jouy en 1824, et surtout l'histoire du château de Radepont et de l'abbaye de Fontaine-Guérard de Léon Fallu, publiée en 1851. Les amants devinrent ainsi Mathilde de Canteloup et Raoul de Bonnemare, et le roi de Pitre devint le terrible Messire Robert, baron de Canteloup, seigneur d'Amfreville-les-Monts. Il résidait au château de Canteloup, ce nom signifiant champ du loup, animal très répandu au Moyen-Âge. C'était un tyran qui ne rêvait que de guerre,
de chasse et de voyages lointains. Dans cette version de la légende, sa femme est bien vivante et il n'est plus fait mention de la relation incestueuse avec sa fille. Un jour, le baron partit en croisade avec Richard Cœur de Lion. Sa femme, restée seule avec Mathilde, était parente avec Alix de Bonnemare, qui habitait le château du même nom, situé à quelques kilomètres. Elle se rendait souvent visite, et son fils, âgé de 18 ans, tomba éperdument amoureux de sa cousine. À cause de l'interdiction de mariage, ordonnée par le baron en son absence, Raoul et Mathilde attendirent son retour pour se marier. Malheureusement, il revint de la guerre, accompagné d'un chevalier, horriblement défiguré au combat, en lui sauvant la vie et auquel il avait promis la main de sa fille en récompense. Mathilde refusa obstinément cette union, et le baron l'enferma dans l'abbaye de Fontaine-Guérard. Après le départ du chevalier, lassé de l'attendre, le baron fut grièvement blessé par un sanglier au cours d'une chasse. Raoul courut à son secours et lui sauva la vie à son tour. Le baron consentit enfin à accepter sa demande de mariage. Mais il avait imposé à ses vassaux toutes sortes d'épreuves cruelles et extravagantes pour épouser sa fille, et il dit « Vois Raoul, ce pic escarpé. Mathilde sera ton épouse si tu peux la porter en courant sans t'arrêter, depuis la base jusqu'au sommet. » Les pleurs de Mathilde n'entamèrent en rien sa détermination. Le jour fixé, toutes les cloches des églises de la région sonnèrent et tous les vassaux des villages voisins se rassemblèrent au pied de la colline. Même les nonnes de l'abbaye vinrent assister au spectacle. Raoul partit en courant avec son doux fardeau, mais commença à faiblir peu à peu. Dans un dernier effort, il arriva au sommet pour s'effondrer, terrassé à mort. Mathilde le prit dans ses bras, mais son cœur s'arrêta et elle vint expirer aux pieds de son père. Pour la première fois, le baron s'attendrit et, en proie au plus vif repentir, il fonda en haut du mont le prieuré des Deux Amants, où il y resta jusqu'à sa mort. Le prieuré sera vendu à la Révolution et deviendra le château des Deux Amants. Mais cette punition n'était pas suffisante. Durant 100 années de pénitence, le spectre du baron dut errer dans les bruyères des coteaux de la région, qui furent abandonnés et maudits. La mère de Mathilde ne survécut pas à cette épreuve, et les nonnes de Fontaine-Guérard enterrèrent les amants dans un tombeau près du chœur de l'église. Non loin, un pin et un marronnier s'entrelacent étroitement, en souvenir des deux amants. Deux amants sont devenus arbres pour avoir oublié le temps. Leurs pieds ont poussé dans la terre, leurs bras sont devenus des branches. Toutes ces graines qui s'envolent, ce sont leurs pensées emmêlées. La pluie, ni le vent, ni le gel ne pourront les séparer. Ils ne forment qu'un seul tronc, dur et veiné comme du marbre, et sur leurs bouches réunies, le chèvrefeuille a fait son nid. Marcel Béalu. Une autre version de cette légende a pris de l'ampleur dès la fin du XVIIIe siècle grâce à des peintures, gravures et reproductions sur toile.
le peintre normand Paul Malençon produisit 5 très belles peintures qui furent exposées au château des Deux Amants, puis à la mairie de Remilly-sur-Andelle en 2005. Ce sont ces tableaux qui, au début du XXe siècle, répandirent la légende grâce à la carte postale. Les amants prirent le nom de Calixte et Edmond, et le père, baron Ruffle, seigneur de Pitre et Pont-Saint-Pierre. Edmond n'était plus noble, mais un serf à son service, auquel il refusa sa fille à cause de ses origines trop modestes.